Au débat sur la recherche. Ça vous a pas échappé, nous sommes les Ulysses sur un secteur qui concentre la recherche publique et privée. Donc avec une volonté du gouvernement, de souvenir c'est Sarkozy il me semble. On ne s'y veut pas s'il vous plaît. Et donc il y a une volonté de construire sur le plateau de Saclay, au sens large, un cluster. Donc c'est une concentration de moyens sur la recherche privée et publique. Donc dès le départ, nous, à CGT, on a constaté qu'en fait, de cluster, en fait, il s'agit déjà d'une opération financière, puisqu'en fait, on a des terrains qu'on va acheter à des paysans, une poignée de cerises, une fois qu'ils sont viabilisés, ils sont vendus une fortune. Ensuite, on constate que, à travers Paris-Saclay, le label Paris-Saclay, c'est la recherche, la constat d'échalote, la recherche de subventions publiques. Et puis se pose la question ensuite de devenir de la recherche publique, du statut des chercheurs, des salariés en général de la recherche publique. Et puis tout un tas de questions, le transport, l'environnement, parce que c'est comme les plateaux de Saclay, comme vous savez, c'est des terres de qualité, c'est une grosse éponge en plateau, qui permet aux paysans de ne pas arroser parce que en fait, comme c'est une éponge, ils peuvent planter des céréales, des maïs, etc. C'est pas besoin d'arroser parce que en fait, voilà. En bref, c'est des terres de qualité, je ne vais pas faire un discours là-dessus parce que je ne suis pas quelqu'un dessus. Le camarade n'est pas là, donc je ne vais pas vous faire des débats sur l'agroéconomie. Mais bon, des terres de qualité qui sont artificialisées, c'est ça le terme, c'est dur à prononcer. Et donc en gros, voilà, donc, en fait ils sont en train de bétonner, on va parler plus simplement, ils sont en train de bétonner le plateau au nom de la recherche. Et donc on a des terres qui sont dans tout le camp. On voit des labos qui arrivent de partout. Alors j'ai plus les noms en tête, un groupe Paritech, regroupant Supélec, l'ENS, etc., etc. Donc beaucoup de recherche, tout est concentré. Et en fait on se rend compte que tout ça, ils viennent tous chercher des aides publiques, beaucoup. Et là-dedans, les grands oubliés, c'est d'abord les salariés, et ensuite le territoire, parce que ça devient un enfer, parce que le matin c'est bloqué pendant 3 heures, le soir c'est bloqué pendant 3 heures, et donc c'est un enfer. Alors je remercie la camarade qui est à ma côté, donc qui est Thomas Sy. Thomas Sy. Donc il travaille au CEA à Saclay. Il a eu le courage et on la remercie parce que malheureusement notre collectif Paris-Saclay, les copains sont tous pris. Parce qu'on a un collectif Paris-Saclay à la CGT qui rencontre tous les labos sur le plateau, donc je ne vais pas tous les citer, mais il y en a beaucoup. Et donc elle a accepté de venir un petit peu pour animer ce débat. Donc elle va vous faire une petite introduction pour présenter un petit peu la recherche et tous les enjeux qui sont liés. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous. Bonjour à tous. En fait, le collectif CGT du plateau de Saclay m'a demandé d'introduire ce débat, merci. Quelle recherche pour quel avenir, notre futur possible pour le plateau de Saclay. En fait, je travaille en recherche fondamentale en physique. Je pense que c'est pour ça qu'ils m'ont invité, parce qu'en fait, je travaille là-bas depuis plusieurs décennies maintenant, et donc j'ai pu voir l'évolution et tous les changements qui ont eu lieu. En fait, changement dans la géographie, donc, comme Philippe a dit, la France en fait, est très fière de son Silicon Plateau maintenant, le saccage des terres agricoles, bétonisation, alors qu'en fait, les modes de travail et les modes de transport ont évolué depuis la conception de la Silicon Valley. C'est venu bien après. Et changement surtout, ce qui nous intéresse ici, dans le travail des chercheurs. En fait, depuis les modalités d'embauche au financement et à l'évaluation, les choses ont beaucoup changé depuis que je suis arrivée en France il y a très longtemps, juste après mes études. En fait, j'ai assisté à une paupérisation de la recherche et à une perte de qualité. Et tout ça, c'est étroitement lié à la financiarisation de la recherche, en fait, que ce soit fondamental ou appliqué. Et là, il y a un parallèle, tout le monde peut comprendre ça, parce qu'il y a un parallèle vraiment impressionnant avec tout ce qui s'est passé dans le monde de l'éducation, dans le monde de la santé, dans les transports, en fait, tout ce qu'on appelle à la CGT la casse du service public. Financement, en fait, avant, on avait des dotations et on avait une certaine liberté
dans nos recherches. Maintenant, c'est un financement en mode projet. Finalement, la dotation, elle n'est même pas suffisante pour payer les salaires des gens. Il faut chercher de l'argent à droite, à gauche, en Europe, dans des privés, etc. Et en fait, les laboratoires sont devenus des fournisseurs de services et on y vend tout. On y vend des études qui ne sont même pas finalisées. On y miette les projets, les ressources, les équipes, et puis on déstructure, et puis on restructure. Tout ça, on peut standardiser les procédures, mutualiser les moyens, hiérarchiser dans les équipes. En fait, c'est devenu une pyramide à l'envers où les chercheurs ils doivent travailler pour une bureaucratie toujours plus grande. Et ce n'est pas, c'est tout au contraire de ce qu'il faudrait. Donc, c'est très difficile dans ces conditions, donc du travail dégradé et surtout du personnel précaire. C'est très difficile de créer un collectif d'échange et de défense des droits. Et au syndicat, par exemple, c'est très difficile de trouver des gens qui viennent au syndicat parce que tous les jeunes, ils sont précaires. Au bout de 2 ans, de 3 ans, ils s'en vont. En laissant, en général, tout ce qu'ils ont fait, leur travail, etc., leur recherche, et ils partent en général à l'étranger sur un autre projet et ailleurs. Et donc, il y a un nom pour tout ça qu'on peut appliquer à tout ce qu'on a entendu ce matin, et c'est le gâchis. C'est un gâchis immense, un gâchis quand on cherche de la recherche rentable à court terme, des projets, des contrats qui sont sur 3 ans, avec du travail perdu, des postes qui s'en vont, et surtout une hiérarchie, un management qui est formé depuis très jeune dans cet esprit de rentabilité et de mise en avant à court terme des projets qui peuvent ramener de l'argent, qui peuvent ramener de la renommée internationale, etc. Et moi je pense que vraiment le gros problème là, c'est pouvoir se réapproprier du temps long et trouver l'équilibre entre la liberté nécessaire aux chercheurs pour être créatifs et les besoins sociétaux. Et pour ça, il faut une planification basée sur une stratégie à long terme. En fait, le chercheur, l'idée du chercheur qui travaille tout seul dans son coin, ça n'existait pas. Aucune avancée s'est faite vraiment en solitaire. Les découvertes se font dans les acquis, déjà de tous ceux qui nous ont précédés, et surtout dans la confrontation et dans la discussion critique et bienveillante des pairs. En fait, la CGT demande que la recherche soit considérée un bien commun de la société. Conteste la pertinence des indicateurs numériques, le nombre de publications, de citations, présentations, conférences, qui poussent à la mise en concurrence et à l'individualisation effrénée. Et conteste l'efficacité de la gestion par projet et des décisions qui sont centralisées par des autocrates, qui sont de plus en plus loin du terrain et du travail effectif. Donc la CGT défend l'idée du rôle social de la recherche et alerte que le progrès technique n'est pas du tout équivalent souvent à progrès social. Ça peut arriver, mais normalement non. La CGT défend l'idée du rôle social de la recherche comme porteuse de valeurs éthiques et d'élargissement des connaissances. En fait, pourquoi la société doit payer des chercheurs qui restent dans leur bureau à faire des choses qu'elle ne comprend pas, si après, elle n'a pas confiance dans l'intégrité du chercheur. Donc le chercheur, il doit amener des valeurs d'intégrité, des valeurs de vérité. Et les vérités scientifiques, maintenant, elles sont devenues des opinions qu'on discute sur des plateaux télé de plus en plus. Et donc, il y a des chercheurs qui, au prix de la vérité, ils vont jusqu'au fond et pour soutenir leurs idées et montrer leurs résultats. Et ça arrive, ce qui n'arrivait pas avant, c'est que des cas, des chercheurs intègres, ils sont privés de leur budget, de leur carrière détruite, si les résultats ne sont pas conformes aux souhaits des puissants. Les puissants, ça peut être les financeurs ou bien leur propre management, qui est incapable très souvent de les défendre, ou bien pour l'acheter, ou bien pour une compétence. La CGT propose l'implication des chercheurs et des citoyens dans les décisions sur le financement et les programmes qui impliquent des choix des sociétés. En fait, pour avoir ça,
pour permettre ce qu'on appelle la démocratisation des savoirs, il faut défendre l'enseignement supérieur et rendre l'enseignement supérieur accessible au plus grand nombre avec libre accès au savoir. Donc on peut réfléchir à un corps d'enseignants-chercheurs, des experts qui éclairent la société, s'organisent pour atteindre une véritable augmentation de l'éducation et des connaissances au plus grand nombre. Ce n'est pas vrai qu'il faut vraiment comprendre tous les détails d'un moteur ou d'un objet pour pouvoir faire des choix des sociétés. On peut, en ce qui concerne l'écologie, en ce qui concerne le bien-être, tout simplement le bien-être humain, on n'a pas besoin d'être les experts. On peut avoir une connaissance des bases qui nous permet de faire des choix raisonnés et des choix de bon sens, tout simplement des bons sens. Et donc, il y a aussi tous les problèmes, là je les mets comme ça, mais j'espère que ça ouvrira un débat, le problème des salaires, le problème de crédit de recherche. Par exemple, on voudrait exercer un contrôle sur le transfert d'argent public et privé. Le crédit impôt recherche n'est pas du tout efficace pendant qu'on donne des milliards et il y a des licenciements derrière. Et les entreprises doivent dépenser plus pour la recherche et autrement. Et donc, il faudrait une mise à contribution des acteurs du monde économique avec des contrôles sur les taxes, des stratégies financières et du contrôle sur la spéculation. Donc tout ça, c'est un problème politique dans lequel le plus grand nombre peut dire son opinion et peut donc intervenir et changer peut-être des rencontres pour les nouveaux embauchés, bien sûr, qui sont permanents, mais aussi à l'intérieur des services, nous faisons du porte-à-porte aussi. Et les jeunes, en fait, ils ont trop de problèmes. Ils doivent, en 3 ans, faire des publications, déjà apprendre à connaître l'équipe, à connaître le sujet, faire des publications. Ils n'ont pas ni le temps, ni la possibilité de s'investir dans des problèmes communs. Je ne pense pas que le syndicat lui-même a mauvaise presse. Je pense que les gens n'ont pas le temps d'y aller, de se renseigner. Moi, je suis au RIC, je vois des gens qui sont là depuis 1 an, 2 ans, et qui ne savent pas, par exemple, rien que ça existe des activités sociales, rien que ça existe. Ils sont pas au courant, ils n'ont pas le temps. À mon avis, c'est un problème d'aide, on n'arrive pas à embaucher, parce que nos salaires, ils sont trop bas. Et donc, ça dépend à quel niveau, mais il y a des gens qui arrivent même jusqu'à la Port Nord, là, et puis qui font demi-tour parce qu'ils ont un appel d'une autre société qui est beaucoup plus intéressant que le nôtre. Donc, votre cas, il est peut-être spécifique à un milieu que je ne connais pas. Je suis élu au comité technique de l'Université Paris-Saclay et élu au CA aussi. Et donc, à ce titre, on reçoit sur des listes, donc la FSU, sous clair. On reçoit sur des messages syndicaux des alertes concernant des personnels ou des étudiants. Et il y a toujours quelqu'un qui va se proposer pour l'accompagner. C'est souvent délicat. Je ne pense pas qu'il y ait un schisme. Je pense qu'il y a un biais parce qu'on a l'habitude de défendre les positions qui nous sont proches, qu'on connaît les mieux. On a moins l'habitude de défendre les positions des étudiants. Donc il faudrait que des étudiants, notamment doctorants, effectivement soient syndiqués et nous rejoignent dans les réunions et discuter avec nous. C'est un peu le cas, faiblement, c'est-à-dire qu'il y en a très peu par rapport au nombre d'enseignants-chercheurs sur la FSU, il y en a quelques-uns. Et c'est très positif qu'ils soient là et qu'ils puissent nous donner le point de vue étudiant sur leurs difficultés. Souvent, ce qu'on voit, c'est le point de vue des doctorants, parce que les élus étudiants, eux, ont leur propre syndicat. Pierre Morel, je suis enseignant-chercheur en physique à Paris-Saclay. Et c'était juste pour mentionner qu'il y a une structure de précaires qui est en train de se monter, enfin qui s'est montée il y a 2-3 mois, quoi, et un collectif. Ouais. Mais non, c'est pas pour éluder tes questionnements, hein, qui sont les tiens et légitimes, puisque ce sont les tiens, donc il t'a pardonné, mais c'est juste que on est sur un débat sur la question de la recherche. Alors on peut faire une étude sociologique du syndicalisme et de son évolution au travers des temps et des siècles, et de celui justement de ce qu'on constate nous aussi dans les entreprises, du rejet des fois
je dirais, je le mettrai entre guillemets, mais bête, simplement, sans réflexion de ce qu'est un syndicat, puisque je ne vais pas vous le rappeler à vous tous ici, le syndicat, c'est vous avant toute chose, c'est les gens qui le font, le syndicat, hein, c'est pas autre chose. Hein, donc, mais bon, en attendant, la question c'était aujourd'hui quel avenir pour cette recherche sur un plateau comme celui-là, après les débats qu'on vient d'avoir en plus, hein, puisqu'on a parlé d'agroalimentaire, on a parlé de résilience, on a parlé d'industrie, on a parlé de tout ça, et aujourd'hui le constat qu'on fait, c'est que malheureusement, et ça a été dit par les camarades d'église, c'est qu'on est sur une recherche, un projet immédiat et rentabilité immédiate. Le fondamental, malheureusement, aujourd'hui, et j'ai bien aimé l'aspect créatif des chercheurs, parce que c'est vrai qu'on a des fois un peu de mal à l'imaginer comme ça, le chercheur créatif, mais pour nous qui sommes des extérieurs, quoi. Hein. Mais je pense qu'on a besoin, effectivement, de regarder un petit peu maintenant la place de cette recherche dans les propositions qu'on porte, quoi. Et quelle place elle doit prendre. Parce qu'on peut bien parler effectivement de changement, et les changements sans réflexion et sans construction et sans apport de cette richesse que représente aujourd'hui la recherche, eh bien, je pense qu'on va dans un mur certain, puisque de toute façon, on ne travaille pas à un avenir commun du coup. Donc, je pense que c'est pas pour dire qu'il faut recentrer. Les discussions, je ne peux pas les mener, hein, mais je pense que là, aujourd'hui, là et maintenant, principalement, la question qui nous est posée, c'est bien celle-ci, c'est quelle recherche, comment on intervient là-dessus, dans quel but, avec quels moyens, quel financement, quelle structure. On a un plateau, là, ça a été dit dès le départ, mais on a un cluster. Avant, c'était le pôle d'excellence qu'ils l'ont appelé, après cluster, après tout ce qu'on veut, peu importe le terme. L'idée, c'est qu'effectivement, on a ici des groupes à finances publiques, parce que c'est essentiellement ça, hein, un crédit impôt recherche. On a des structures qui se montent et qui se démontent simplement pour pouvoir aspirer. Voilà, Nokia est un exemple concret, puisqu'ils ont même créé une filiale spécialement pour trouver le crédit impôt recherche. Voilà, donc à quoi maintenant et comment on fait pour que eh bien, on puisse porter une autre politique et une autre orientation pour cette recherche. Du micro, je suis enseignante-chercheur à Paris et je voulais témoigner de la désaffection vis-à-vis des syndicats. On est quand même dans une société qui a construit, enfin moi ça fait plus de 25 ans que je travaille, j'ai jamais gagné un seul combat. J'ai fait des milliers de manifestations, on s'est battu contre la LPR, on s'est battu pour mettre des emplois d'enseignants-chercheurs dans les universités. La situation est dramatique à l'université, on n'en peut plus. On fait 250 heures d'enseignement par an, les gens sont en train de craquer, parce que c'est un système qui est mis en place, et ce système on le voit aussi dans la société privée. On abrutit les gens de travail, ils ne peuvent plus réfléchir, et voilà. Et donc le besoin, enfin, effectivement, mes collègues, une grosse partie de mes collègues, ils sont démoralisés. C'est-à-dire, ils ne viennent plus manifester parce qu'on ne gagne jamais rien. Donc, c'était... Oui, tu as raison. Donc, le constat, effectivement, qu'il n'y a pas eu assez de victoires et peut démobiliser un certain nombre. Et c'est dommage. C'est dommage. Je voudrais juste faire un petit témoignage assez modeste. Moi, je suis arrivé sur le plateau de Saclay il y a plus de 40 ans. J'étais embauché à ingénieur-chercheur. Et j'ai vu l'évolution également, qui a été très bien décrite donc, par Aigle, c'est-à-dire en fait de la dégradation des conditions de travail et puis de la dévalorisation en fait du chercheur. Hein, et ça, on voit à notre époque quand même les post-docs, donc ceux qui avaient été en général embauchés, je veux dire au bout de 2-3 ans, et maintenant, je veux dire, ils peuvent tourner pendant 20 ans tout en étant post-doc et en n'ayant aucun contrat de travail. Donc c'est vrai qu'il y a une précarisation complète en fait du chercheur. Qu'on a vu. Le deuxième aussi, c'est le problème de maintenant, c'est la recherche sur projet. La recherche sur projet, dont aussi c'était aussi assez catastrophique parce qu'on passe notre temps quand même à rédiger. Moi, mes dernières années, c'était à rédiger en fait donc aux appels d'offres, à répondre aux appels d'offres, que ce soit européen, que ce soit etc. Donc il y a eu donc une administratisation, je dirais en fait du métier de chercheur lui-même et au détriment bien sûr de ses propres travaux de recherche. Troisième chose que je voulais dire, c'est qu'en fait, également, ce qui s'est passé ici avec l'opération OIN du plateau de Saclay, c'est qu'en fait, tout est soi-disant arrivé du classement de Shanghai, parce qu'en fait, l'université française était cotée à une 115e place ou quelque chose comme ça. Alors c'est très facile de rassembler en fait les
universités pour ensuite arriver maintenant à la 15e classe ou je ne sais plus combien. Donc voilà, mais ça n'a rien apporté du tout à la recherche. Je veux dire, on était aussi bien considérés il y a 20 ans, désolé, qu'aujourd'hui au niveau en France. Donc on était reconnu au niveau international, on était reconnu, etc. Et maintenant, c'est pas parce qu'on est 15e au classement de Shanghai qu'on est plus reconnu. Donc je veux dire, c'est complètement artificiel. Bon, moi je suis pas d'accord avec les discours ambiants que j'ai perdu, c'est pas vrai. Moi je suis président du local, bon, à ce titre je suis membre du collectif Paris-Saclay, mais je suis pas du tout de la recherche, je suis du commerce. Et avant le Covid, pendant la lutte contre la réforme des retraites voulue par M. Macron, avant, la campagne, je me souviens que si on avait pu faire 30 quarts, on a fait 30 quarts pour le manif. Moi j'avais des appels, mon téléphone il saturait. Donc il y a des gens qui viennent partout, de la recherche, beaucoup de plateaux bien sûr, des gens que je ne connaissais pas. Et c'était impressionnant la mobilisation qu'il y a eu. On a fait, on est monté jusqu'à 10 quarts sur le secteur, on a fait 10 quarts, on a amené du monde en manif et tout, et des gens que je ne sais même pas qui n'étaient pas à la CGT, de partout. Donc dire que les gens ont baissé les bras, c'est pas vrai. Alors moi je suis du commerce, ce qui vous arrive, bah, c'est logique, c'est le capitalisme. Des glaces, moi j'avais tous les jours. Donc nous quand on a commencé à tirer cette alarme au commerce, c'était l'ouverture du travail dimanche, c'était tout ça. Les gars ils rigolaient, sauf que je leur ai dit, c'était les gars d'EDF. Sauf que je leur ai dit, vous êtes peut-être des forteresses, mais les forteresses c'est fait pour être pris. Et ils ont été pris à la forteresse. Aujourd'hui ils sont démunis. Parce que nous, le commerce, ça fait longtemps que vous connaissez ça, ces problématiques de la précarisation, de la flexibilité, etc. Aujourd'hui, il ne faut pas baisser les bras. J'ai un exemple tout simple, c'est tout récent. Les camarades de McDo, ils n'ont pas baissé les bras, ils ont attaqué leur boîte pour détournement de déclaration fiscale. Ils viennent de gagner 1,2 milliard. McDo a accepté de signer avec Bercy pour pas, et sur le truc, il n'y a pas marqué l'évasion fiscale. Ils ont accepté de payer 1,2 milliard. Vous vous rendez compte, ça va faire jurisprudence, c'est-à-dire que toutes les boîtes, tous les SCE, ils vont s'engouffrer là-dedans pour aller chercher les sous que les multinationales ne payent pas en France. Donc non, le combat n'est pas perdu. Le combat de la recherche sur le Saclay, c'est le combat des droits des salariés. Donc ce combat, il faut le mener ensemble. Alors, donc, je ne sais pas si c'est la CGT, mais bon, moi, je vous invite aux salariés qui ne sont pas encore syndiqués, c'est de rejoindre les organisations syndicales et de se battre. Moi, je voudrais revenir sur quelque chose qui répond peut-être qu'est-ce qu'on peut faire maintenant. Et le problème, c'est aussi un problème qui est très dur, qui est très difficile, c'est l'évaluation de la recherche. En fait, maintenant, l'évaluation, elle est faite en amont. En fait, c'est le management qui choisit les projets à soumettre à l'ANR, etc. Et c'est ça qui a le plus grand taux de réussite, des probabilités de réussite. Il faut savoir que le taux de réussite, en fait, c'est 5% souvent. Il y a beaucoup de projets qui, les chercheurs passent énormément de temps à écrire le projet et le taux de réussite est vraiment très bas. Et puis, il est choisi par le management parce qu'il faut que ce soit aussi dirigé, ça doit être libre. Et du coup, il n'y a pratiquement pas d'évaluation a posteriori. C'est fait a priori, on prend l'argent, au bout de 3 ans, les gens sont partis, on fait cocorico, on a fait ci, on a fait ça, on a fait là, on a publié, et après, bon, on passe sur autre chose. Donc là-dessus, si on pouvait demander qu'il y ait un contrôle à l'issue du projet. Qu'est-ce que c'était ce domaine avant que le projet ait été fait? Qu'est-ce qu'il est devenu ce domaine? Qu'est-ce qui a été vraiment l'apport de ce projet, l'apport au problème qui a été posé au départ? Là-dessus, il y aurait peut-être un redressement des situations, parce que la situation est vraiment très dégradée. Et alors, pour l'évaluation, il n'y a pas de... Pour faire une évaluation, bon, on a les HCRS, on a des tas de comités, des tas de choses, mais que finalement, c'est des lobbies qui ne font que disons, détordre le chercheur d'un sens éthique fort, parce qu'il faut qu'il ait connaître les gens, où ils déposent, comment il faut écrire pour, qu'est-ce qu'il faut faire, et en plus, comment on peut écraser le copain pour avoir lui l'argent et pas l'autre, etc. Et non, moi je pense, dans toutes les grandes discussions qu'on a sur l'évolution, que le meilleur, qui n'est pas parfait, c'est l'évolution bienveillante par les pairs.
Alors ça, c'était ce qui était à la base du comité national du CNRS tout au départ. Et apparemment, au départ, c'était comme ça. C'était des commissions faites par les pairs, quelques-uns nommés pour faire l'équilibre des disciplines, mais la plupart élus, qui étudient les dossiers et qui proposaient les avancements, etc. Bon, maintenant, même ce comité national, il a été un peu, comme on dit, il dérive un petit peu. Mais je pense que c'est quand même encore la meilleure solution, une évolution bienveillante par les pairs. Et ça n'existe plus maintenant. Je pense que pour gagner cette bataille de quelle recherche mener, il y a besoin que les chercheurs, les enseignants-chercheurs, soient en relation plus étroite avec l'extérieur de la société scientifique. Je veux dire par là que si on regarde comment a été considérée la recherche scientifique il y a 30 ans et comment elle est considérée aujourd'hui par malheureusement une grande partie des citoyens, on voit qu'il y a eu une dégradation de cette image. La dégradation de cette image, elle est liée, certes, à des problèmes et aux accidents nucléaires ou des choses de ce type-là, mais elle est liée aussi plus fondamentalement, me semble-t-il, deux choses. C'est-à-dire que cette société capitaliste fonctionne toujours au court terme. La recherche immédiate du court terme, du profit, certes, pour le court terme, mais ça façonnait aussi un petit peu la façon d'envisager les choses. Or, le propre de la recherche, c'est pas de raisonner sur la découverte immédiate. La plupart, et je dirais même des grands outils technologiques, sont le résultat de recherches qui ne portaient pas sur la recherche de cet outil. C'est venu progressivement. Donc, il faut revenir sur la nécessité d'une recherche qui ose explorer des champs inconnus. Parce que la recherche, c'est ça. Sinon, c'est uniquement de l'innovation. Et je crois que cette bagarre, il faut que les chercheurs l'amènent dans la société et que la société comprenne que si on veut que les grands problèmes de l'humanité soient résolus, il faut réellement donner à la recherche sur le moyen terme, sur des choses qui peut-être ne porteront pas immédiatement leurs fruits, mais c'est comme ça qu'on fera bouger les choses pour lutter contre le réchauffement climatique, la pandémie, tout ce que vous voulez. Voilà. Et le deuxième élément qui me semble important, qui a été soulevé un petit peu par vous tous, c'est la mise en concurrence des chercheurs entre eux et la mise en concurrence même des laboratoires entre eux. Ça crée un climat extrêmement nocif et qui d'ailleurs, de mon point de vue, est antagonique avec la recherche qui doit être faite de coopération. On progresse beaucoup plus avec la coopération qu'avec la concurrence. N'empêche qu'il peut y avoir de l'émulation entre différentes équipes, mais mettons aussi en avant la coopération. Je crois que ça d'ailleurs c'est valable pour la recherche et pour toute une autre série de domaines dans la société. Un moyen d'orienter la recherche vers les problèmes de la société. Moi, ça fait 20 ans que je réponds à des appels d'offres en disant que je vais résoudre la faim dans le monde, et aujourd'hui je dis que je vais résoudre les problèmes des changements climatiques et des changements environnementaux. Parce qu'on nous demande de faire ça, et donc ça pose question sur la place, qu'est-ce que c'est la recherche dans la société, et c'est pas une question si simple à laquelle on peut répondre, parce que justement on a ce devoir de rendre service à la société, de répondre aux attentes de la société, et on a aussi ce devoir de chercher, et de chercher dans toutes les directions. Et la position du chercheur n'est pas toujours simple, et je voulais juste aussi signaler que dans mon laboratoire et dans d'autres laboratoires que je connais, il y a de plus en plus de chercheurs, parce que la dimension crise environnementale a quand même beaucoup changé. Et aujourd'hui, il y a des chercheurs qui prennent la décision d'arrêter leur recherche pour mettre leurs compétences au service de la crise environnementale. C'est-à-dire qu'ils vont faire des applications directes de leur recherche. Et donc, ils changent leur façon de travailler. Et ça, c'est un phénomène qui est tout récent, ça date d'il y a 2-3 ans. La recherche est, on va dire, orientée vers des applications. Donc moi, je fais de la recherche en électronique. Enfin, je fais de la recherche, je vais préciser. Pour avoir des financements, il y a toujours les mots-clés qu'il faut mettre, qu'on connaît, qui sont à la mode. Donc il y a eu une époque, c'était les objets connectés. Vous avez dû en entendre parler. Et dans l'esprit collectif et dans l'esprit des chercheurs, on vendait ça en disant quand on aura des objets connectés, électroniques, partout, on pourra par exemple surveiller les feux de forêt, ça sera génial.
ça sera auto-alimenté, ça communiquera ensemble. Voilà. Et puis un jour, à la pause café, il y a eu une collègue qui est arrivée avec un fascicule. C'était un autre objet connecté, c'était un bikini connecté. Donc c'est un objet qui analyse le soleil reçu sur le bikini, un vrai bikini. Voilà. Donc avec belles photos, avec des nagades au bord de l'eau. Et une fois qu'une certaine dose de soleil est reçue, ça envoie un message sur votre téléphone. Et puis si jamais vous avez même une option, ça peut transmettre un SMS à votre copain. Mais c'est pour ça que je bosse, ça m'a fait un peu mal. Et le deuxième, mais quand je dis que ça m'a fait mal, ça m'a vraiment foutu un coup au moral. Hein. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce... Enfin, le deuxième truc qui a fini de m'achever, si je puis dire, c'était... donc récemment, il y a eu des modes de financement qui sont un peu différents, qui s'appellent des PEPR, et donc on les appelle un peu descendants, dans lesquels au lieu de créer des projets qui vont répondre à des axes, on nous dit un peu ce qu'on aimerait voir dans les projets, et il y avait des mots-clés qui étaient par exemple, il faudra que le projet mette en évidence des nouvelles applications pour la 5G, c'est-à-dire nécessite d'augmenter les usages de la 5G. Et donc là, je me suis dit, quoi, ça veut dire qu'en fait, la 5G sert à rien. Donc ils sont en train de chercher à augmenter les usages, et il faut que nous, on fasse de la recherche pour trouver comment est-ce qu'on va augmenter les usages, alors que probablement, il ne faudrait pas de 5G si elle ne sert à rien. Parce que ça ne sert à rien de mettre de la 5G sur la 4G, sur la 3G, sur la 2G, sans augmenter aucune, en faisant croire que c'est plus efficace d'un point de vue rendement énergétique. Voilà, donc c'est des orientations de la recherche qui font qu'elles font perdre le sens. Moi je pense que si on laissait les chercheurs chercher, ils iraient dans le bon sens. Et je ne pense pas forcément qu'on ait besoin d'une injonction. Alors on peut orienter la recherche en disant ça paraît être un sujet intéressant, mais donner des injonctions comme ça, que les gens prennent au pied de la lettre, c'est assez décevant. Et puis ce qui est aussi décevant, et ça c'est assez lié au mode de financement, c'est que quand, par exemple, l'Université Paris-Saclay se défend d'avoir une politique de développement durable. Le développement durable, c'est pas exactement de l'écologie, mais j'ai fini par comprendre ce que c'est. Quand je suis élu au CA, en fait, c'est une ligne de crédit. Donc pour toucher cette ligne de crédit, il va falloir mettre des choses en face. Et on s'en fiche de ce qu'on fait du moment que ça fait rentrer du pognon. Voilà ce que c'est le développement durable à l'Université Paris-Saclay. Je suis un peu cash, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc il faut qu'on ait une politique et il faut qu'on fasse des choses qui montrent qu'on répond à la demande sur ce sujet-là. Voilà, c'était un petit peu autour de la thématique projet. Donc moi, effectivement, j'ai de plus en plus de mal à m'investir sur l'aspect recherche pour toutes ces raisons-là, et également le temps aussi qui manque. Hein, le temps fait par le nombre. Enfin, en fait, on n'a pas arrêté d'être en révolution permanente dans des changements légaux sur l'organisation de la recherche, sur l'organisation de l'enseignement, sur l'organisation de Paris-Saclay, puisque ça a été créé en 2020. Donc là, dans la dernière année, on a dû voter 17 règlements intérieurs pour des graduate schools, tous différents, plus encore d'autres organismes différents. Et puis, donc on a passé notre vie à ça. Après, moi je suis enseignant en IUT, on a aussi changé l'organisation des études, et donc on est tous complètement perdus dans ce qu'on doit faire, et on ne sait pas ce qu'on va faire en troisième année du BUT qui n'est plus le DUT. Et donc on est en perpétuelle révolution, donc on n'a pas le temps du tout de se poser et de se dire mais qu'est-ce qu'on devrait faire en recherche, et puis de réfléchir un peu, et de faire quelque chose de sérieux, de faire une bibliographie sérieuse. Donc moi j'ai l'impression que je faisais de la recherche sérieusement quand j'avais 30 ans, quoi. Mais aujourd'hui j'en ai 50, bientôt 55, et j'ai pas l'impression du tout de faire de la recherche sérieuse. En fait, les mécanismes qui font que les chercheurs sont plus des gens libres, qui sont sous contrainte d'un certain nombre d'injonctions de travailler, en fait, qui sont vassalisés à des intérêts privés à travers ces appels à projets, qui sont souvent assortis de l'obligation d'une collaboration industrielle. Donc voilà, on a vraiment complètement perdu nos libertés académiques, on peut dire aujourd'hui. Et en plus de ça, on a la tête sous l'eau dans un lacis administratif et de gouvernance constamment redéfinie qui nous fait écrire je ne sais pas combien de règlements tous les ans. Et je voudrais qu'on regarde aussi un petit peu quelle recherche on peut développer et qu'on ait en tant que scientifique une réflexion là-dessus dans le contexte justement des crises climatiques, environnementales qui s'annoncent. Sur le plateau de Saclay, par exemple, il y a quand même quelque chose qui s'est passé qui est majeur.
c'est la perte, l'énorme perte de moyens de recherche de l'agronomie. On n'arrête pas de nous vacciner avec l'environnement. Et la première des recherches qui a quand même beaucoup perdu, c'est la recherche agronomique avec l'INRA qui est passée de 130 hectares de terres de recherche à 24. Voilà, et qu'on a entassé dans des bâtiments au milieu du campus, là, et qui va être prié de faire la recherche sur l'agriculture 2.0. C'est-à-dire que les étudiants comme les chercheurs vont se mettre derrière un ordi et décider ce que les agriculteurs doivent faire. Vous imaginez le résultat dans 10 ans. Ça ne va pas être bon. Voilà. Donc il y a quand même des groupements de scientifiques qui essayent d'avoir cette réflexion d'ensemble, qui intègrent les enjeux d'aujourd'hui. Par exemple, on a dans la région un certain nombre de membres du mouvement qui s'appelle Écopolien, qui a organisé toutes sortes de conférences, qui est des actions également. Donc je vous invite à vous renseigner sur ce type de groupe. Parce que voilà, si on se met pas tous ensemble pour avoir cette réflexion, il y a aussi Scientifiques en rébellion, il y a aussi Sciences citoyennes, voilà. Il y a des tas de façons de remettre de l'éthique dans notre métier, malgré le fait qu'on a la tête sous l'eau, malgré le fait qu'on est complètement prisonnier d'une méthode de financement qui sont extrêmement coercitives et d'une mise en compétition en permanence. L'estimé, c'est que quand on investit 1 euro dans l'ANR, en fait, il y en a la moitié qui est perdue dans la gestion, dû au fait qu'il faut écrire les projets, il faut expertiser les projets, et qu'il faut payer les gens à l'ANR, donc c'est extrêmement inefficace en termes économiques. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'ANR et l'HCERS, je donnerai juste une image. Dans le CAC 40, vous avez les agences de notation et vous avez les investisseurs. Et donc on a cherché à reproduire ce modèle. Les agences de notation, c'est l'HCERS qui va mettre des notes sur les équipes ou sur les labos ou sur les universités. Et l'ANR, c'est les investisseurs. Et donc il y a cette trilogie-là entre les acteurs du marché, les investisseurs et les agences de notation qu'on a essayé de reproduire tellement ça marche bien, je pense, dans le CAC 40. C'est tellement merveilleux. Sociale de la recherche, donc sur le meilleur contact recherche-société. L'autre, c'est effectivement se réunir en collectif. Donc le collectif CGT, par exemple, du plateau de Saclay, il doit vraiment être dynamisé et peut-être avec, en sollicitant de plus en plus les jeunes qui viennent avec nous. Et la troisième chose, c'est d'essayer par les instances qui existent déjà. Alors il y a les conseils d'unité, il y a les syndicats, il y a des vecteurs, disons, ce qu'on dit bottom-up, pour faire transmettre les ressentis, pour transmettre les dysfonctionnements, pour transmettre au plus grand nombre. Et en fait, une chose dont on n'a pas beaucoup parlé, c'est le problème de la détresse dans la recherche, en fait, surtout les jeunes, mais il y a beaucoup de chercheurs, et il y a maintenant des cellules des risques psychosociaux qui s'ouvrent dans toutes les, même chez nous, et nos commissariats à l'énergie atomique, ils se sont rendus compte de ça. Et donc tout ça, ça fait que ça libère la parole et ça permet quand même un échange plus grand, quitte à pouvoir faire des choses dans notre petit monde. Voilà, merci à tous. Merci.